Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, tout d'abord un grand merci aux hôpitaux de Saint-Maurice et donc à leur directeur Denis Fréchot et tout particulièrement également au docteur Anne-Laurent Vanier de m'avoir invité à ouvrir cette journée sur le syndrome du bébé secoué. Parce qu'elle permet d'abord à la Haute Autorité de Santé, dont je suis membre du collège dirigeant, d'une part d'exprimer son attachement particulier à l'amélioration de la connaissance par un ensemble très important de professionnels qui dépassent même les professionnels de santé du syndrome du bébé secoué, mais aussi de façon plus large, plus générale, de notre volonté à en permanence chercher à faire vivre nos recommandations, nos préconisations, nos recommandations de bonnes pratiques, bien au-delà de la simple publication du jour simple de cette publication, bien évidemment. Parce que nous avons une conviction, un peu de bon sens, qui est qu'une recommandation, une préconisation inutilisée est par définition totalement inutile. Or, nous avons en effet publié il y a 2 ans les conclusions d'une audition publique sur le syndrome du bébé secoué, audition publique qui avait été initiée par la SOFMER, la Société française de médecine physique et de réadaptation, qui a été réalisée avec un soutien actif du ministère de la Santé, je voulais souligner, notamment de la Direction générale de la Santé, et qui a été présidée par le docteur Anne-Laurent Vanier. Et cette publication s'est faite justement sur le mode d'une recommandation de bonne pratique, et c'est le sens de ma présence parmi vous aujourd'hui lors de cette ouverture. Mais peut-être est-ce utile, vu l'hétérogénéité du public que j'ai vu tout à l'heure, de vous rappeler en 2 mots ce qu'est ou ce que n'est pas la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, c'est un organisme d'expertise scientifique indépendant. Ce n'est pas une administration centrale, ce n'est pas un opérateur de l'État, ce n'est donc pas une agence sanitaire. C'est juridiquement une autorité publique indépendante, la forme la plus aboutie au plan juridique de structure indépendante dans notre pays, qui est dotée donc de l'autonomie budgétaire, qui est dotée de la personnalité morale et qui est dotée également d'un collège de 8 membres comme instance décisionnaire. Mais plus important, sa mission générale, sa mission centrale, c'est de contribuer à tout ce qui peut améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Et à ce titre, donc, de participer activement, bien évidemment, à la régulation du système de santé. Alors, elle le fait auprès de 3 publics cibles, de 3 populations, de 3 bénéficiaires. Elle le fait d'abord auprès des pouvoirs publics, assurance maladie, État, pour les aider à prendre leurs décisions. Elle a une mission d'aide à la décision des pouvoirs publics, et elle le fait par exemple dans l'aide à la fixation des niveaux de remboursement ou des prix des produits de santé, des médicaments, des dispositifs médicaux. Et puis elle intervient aussi auprès du grand public, de la population, de nos concitoyens, des usagers, des patients, avec une mission d'aide à l'information. Elle a une mission d'information générale du public sur le bon usage du soin, là aussi dans une acception très large. Et puis enfin, 3e élément, 3e public cible, elle intervient auprès des professionnels de santé pour les aider à améliorer leurs pratiques. Et c'est bien sûr dans ce cadre que nous avons publié les conclusions de cette audition, fait ces recommandations. Mais il y a autre chose qui nous a motivés plus particulièrement sur le sujet du syndrome du bébé secoué. Vous savez bien que lorsque une question de santé publique, un enjeu de santé publique est également un enjeu de société, une question de société, eh bien, la place, le rôle des professionnels de santé, le travail, les actions des professionnels de santé sont beaucoup plus complexes. Or, nous pensons que c'est justement dans des situations complexes que la méthode de travail de la Haute Autorité de Santé lui permet d'apporter une parole probablement plus claire, plus apaisée que d'autres, et lui permettre donc du coup d'être plus efficace pour aider à l'amélioration de la qualité des actions à l'intérieur de ces situations complexes. C'est ainsi que, pour n'en citer que quelques-uns, de l'autisme de l'enfant à l'évaluation de la dangerosité psychiatrique ou de l'inceste sur mineurs à l'anorexie, nous essayons en permanence de nous saisir en priorité de sujets de santé publique qui sont à résonance sociétale et dans lesquels nous pensons qu'il est nécessaire d'aider particulièrement les professionnels de santé pour améliorer leur action à l'intérieur de ces situations. Et alors c'était bien sûr l'évidence
pour le syndrome du bébé secoué, qui était à la fois un enjeu de santé publique et un enjeu de société. Un enjeu de santé publique, on dénombre plus de 200 bébés secoués par an. C'est déjà très alarmant et on sait bien évidemment que probablement c'est fortement sous-estimé tant le diagnostic est encore parfois difficile à faire et que les signes évocateurs ne sont pas forcément connus par les professionnels de santé. C'est également un enjeu de société, c'est une évidence, puisque ce sont des victimes de violences, victimes particulièrement vulnérables, de violences particulières, puisque très majoritairement intrafamiliales. Quoi de plus éminemment sociétal? Donc, cet enjeu de santé publique et cet enjeu de société nous a fait dire qu'il y avait une nécessité d'intervention de notre part. Ceci étant dit, et après avoir, j'espère, un peu clarifié le rôle, le positionnement, l'engagement de la Haute Autorité de Santé en la matière, et avant de laisser passer tous les experts se succéder tout au long de la journée, permettez-moi néanmoins de revenir sur quelques points fondamentaux des recommandations de la Haute Autorité de Santé liées à cette audition publique, que vous allez bien sûr détailler, qui vont vous être détaillées tout au fil de la journée, mais que je souhaite d'emblée particulièrement souligner. Il y a deux objectifs à l'engagement de la Haute Autorité de Santé. Il y a un premier objectif qui est d'abord d'aider au repérage des bébés secoués, d'aider les professionnels à faire le diagnostic, donc à y penser, et dans un objectif d'éviter les récidives. Ce premier objectif est majeur, pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire en sorte qu'ils y pensent, qu'ils sachent faire le diagnostic et qu'ils sachent comment agir une fois le diagnostic posé. C'est primordial parce que lorsque un bébé subit une telle maltraitance, on sait qu'on a 50% de risque de récidive de cette maltraitance, 50% de risque que le geste de violence, de brutalité ne se reproduise au fil des jours et de semaines, 10 fois en moyenne, parfois 30 fois. Il y a donc une nécessité absolue pour que les professionnels de santé, les médecins y pensent, fassent le diagnostic pour que les choses ne s'aggravent plus, si tant est qu'elles n'aient pas été dramatiques dès la première fois, bien évidemment. Et puis il y a un deuxième objectif majeur de la nécessité de notre engagement, c'est de permettre aux professionnels de santé de savoir quoi faire une fois qu'il a fait le diagnostic. Il faut qu'ils sachent que l'hospitalisation est systématique, c'est une évidence, vous y reviendrez, mais il faut qu'ils sachent que si le diagnostic est hautement probable ou probable, il doit le signaler à la justice. Et que cet élément-là, je me permets de m'arrêter 3 secondes sur le problème du signalement à la justice, parce que dans toutes nos recommandations de bonne pratique concernant les victimes de violences, et en particulier sur les victimes de violences sur mineurs, dans toutes les recommandations, nous sommes toujours confrontés aux mêmes interrogations des professionnels de santé en la matière. Et donc je veux redire avec force que lorsque un professionnel de santé considère qu'il est probable ou hautement probable d'être en face d'une violence de ce type, il doit le signaler au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est un devoir déontologique. Le fait de signaler est en soi un acte médical de prévention, puisqu'il vise à protéger l'enfant de nouvelles agressions sur sa santé. Ce n'est donc pas un acte judiciaire, contrairement à ce que la majorité des professionnels de santé pensent. C'est un acte médical. On ne demande pas au médecin de porter un jugement, on ne lui demande pas de mener l'enquête, on ne lui demande pas d'apporter la preuve de quoi que ce soit, on lui demande juste d'agir dans le cadre de la déontologie pour protéger l'enfant. Il y a une deuxième raison pour laquelle le professionnel de santé doit signaler, c'est bien sûr parce que c'est primordial pour la victime, puisqu'au décours de la procédure, s'il y a la reconnaissance d'une infraction pénale, eh bien, il y a bien sûr l'ouverture d'une possibilité d'une indemnisation pour la victime, y compris même d'ailleurs si l'auteur du secouement n'est pas identifié. Et puis il y a une troisième raison, c'est que le médecin ne prend pas de risque. Il faut lever les craintes des professionnels de santé. Il ne prend aucun risque ni vis-à-vis du secret médical, qui bien sûr ne s'applique pas, et il ne prend aucun risque même si le signalement s'avérait a posteriori infondé, à partir du moment où il a fait le signalement dans les règles, et là je renvoie aux informations extrêmement claires et exhaustives du Conseil national de l'ordre des médecins, à partir du moment où il a fait le signalement dans les règles,
qui ne l'a bien sûr pas fait dans une intention de nuire, il ne peut pas être poursuivi par des sanctions disciplinaires. Pour ces 3 raisons, il faut que le professionnel de santé arrive à vaincre ses craintes et éventuellement, après s'être informé, mais je pense que vous le détaillerez bien évidemment dans la dernière table ronde, il n'y a pas d'obstacle et il y a même une nécessité et un devoir pour qu'il signale. Alors, deuxième objectif de l'engagement de la Haute Autorité de Santé, après l'aide aux professionnels de santé pour qu'ils y pensent, pour qu'ils sachent faire le diagnostic et pour qu'ils sachent quoi faire après pour éviter les récidives, deuxième engagement de la Haute Autorité de Santé, c'est bien sûr pour prévenir le secouement lui-même, pour prévenir la survenue de secouement. Et là, en la matière, c'est bien sûr non plus uniquement aux professionnels qu'il faut passer de nouveaux messages, mais c'est aux parents, aux nouveaux parents. Alors, il y a 2 messages, me semble-t-il, nécessaires, bien sûr, à faire passer. Le premier, c'est la conscience de la gravité du geste, et le second, c'est de savoir comment l'éviter. Premier message, c'est grave, alors qu'on ne le pense pas forcément. Au sein de la population, je pense qu'il est assez facile d'avoir à l'esprit que de faire tomber un bébé d'une table allongée, c'est dangereux, ça fait peur, il faut vraiment l'éviter. Et de dire et répéter que, effectivement, de secouer brutalement son bébé, c'est incommensurablement pire que de le laisser tomber d'une table allongée, et que les conséquences sont irréparables, c'est qu'elle est lourde et décès, qu'on peut tuer un bébé en le secouant, ça ne va pas de soi, c'est une nécessité. Mais immédiatement, deuxième message à faire passer, on peut l'éviter avec des conseils simples. Vous le reverrez plus en détail, bien évidemment, il faut savoir dire stop, savoir faire une pause, ne pas hésiter à se mettre temporairement à l'écart du bébé, comprendre que de se ménager, de se mettre temporairement à l'écart, de demander une aide à son entourage ou aux professionnels éventuellement de la petite enfance, c'est protéger son bébé soi-même. Pour passer ces 2 messages, il est donc nécessaire, et nous leur avons demandé, que tous les professionnels de santé qui soient en contact avec les nouveaux parents puissent les informer systématiquement de l'ensemble de ces sujets. Et à ce titre, si la technique veut bien nous aider, un petit film vidéo a été réalisé avec Anne-Laurent Vanier pour justement, et qui est en libre accès sur notre site, qui est justement destiné aux professionnels de santé pour, au moment de la naissance, qui n'est absolument pas propice en soi pour bien sûr parler de ce sujet, mais c'est une nécessité, que ce petit film puisse permettre qu'un espace de dialogue soit aménagé plus facilement avec les nouveaux parents sur ce sujet. Bonjour, vous sortez de la maternité aujourd'hui avec Valentin, hein, et c'est votre premier bébé ? Oui, tout à fait. Alors je dois vous faire une information sur les pleurs du bébé et sur le syndrome du bébé secoué. Est-ce que selon vous, c'est normal qu'un bébé puisse pleurer jusqu'à 2 heures par jour une fois que vous avez vérifié qu'il n'a pas de fièvre, qu'il n'a pas faim, que sa couche est propre, vous avez fait un câlin ? Non, je pense pas. Et vous ? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du bébé secoué ? Non. Non. Est-ce que selon vous, on peut, en jouant avec un bébé, le secouer ? Oui, je pense. Oui, Est-ce que selon vous, secouer un bébé, c'est plus grave, moins grave ou pareil qu'une chute de table allongée ? C'est pareil. c'est aussi grave. Est-ce que selon vous, c'est plus grave, secouer c'est plus grave, moins grave ou pareil qu'une gifle ou qu'une fessée ? Pareil. Non, je dirais plus grave. Imaginez que votre bébé pleure depuis 2 heures. Vous avez tout fait pour le calmer et il continue à pleurer. Et vous êtes exaspéré. Que pouvez-vous faire ? Toujours la question. Ouais. Déjà, s'il y a quelqu'un d'autre, demander à quelqu'un d'autre s'il peut essayer de voir. Donc demandez de l'aide à quelqu'un. Voilà. Et justement, si vous êtes dans cette situation, est-ce que vous avez quelqu'un à qui demander de l'aide ? Votre mari ? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous avez de la famille ou un membre des amis à qui demander de l'aide ? Pas tout de suite, enfin, c'est sûr, mais après, moi, je peux téléphoner, il n'y a pas de souci. Oui, si on a nos parents qui habitent pas loin, on sait que vous pouvez leur demander un conseil. Très bien. Alors, vous aurez le temps probablement ultérieurement de discuter sur ce petit film. L'idée était juste de créer bien sûr un espace de dialogue. Et c'est fondamental pour l'information des nouveaux parents. En conclusion, je voulais juste dire et rappeler que
on est vraiment en face d'un véritable paradoxe sur le syndrome du bébé secoué, en tout cas du côté des professionnels de santé. C'est-à-dire que d'un côté, on voit bien évidemment qu'ils ont un rôle déterminant, absolument majeur à jouer en la matière, que ce soit en prévention, en repérage, en diagnostic, en prise en charge, et que d'un autre côté, il y a énormément d'obstacles ou de difficultés pour qu'ils puissent jouer justement pleinement ce rôle. Des difficultés liées au sujet lui-même, qui bouscule un peu les standards de la pratique habituelle, liées à la charge émotionnelle particulière quand même de cette attenante à ces agressions, dont la violence et la survenue au sein du cercle familial quand même peuvent éventuellement empêcher leur évocation, et difficultés un certain nombre de méconnaissances bien évidemment. Donc je me permets de vous remercier de votre attention et surtout de vous souhaiter des travaux les plus riches possibles et les plus productifs pour cette journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, bonne journée, effectivement. Alors, syndrome du bébé secoué, quelle prévention possible ? Alors, je parle en tant que médecin de médecine de physique et de réadaptation et donc confronté depuis des années au désastre que peut provoquer le secouement. Également, j'étais présidente du comité d'organisation de l'audition publique, dont on reparlera tout au long de la journée, et membre du jury de cette audition publique. Et puis, coordonnateur d'un diplôme interuniversitaire sur le sujet. Alors, si j'y arrive... Voilà. Donc, c'est suite de cette audition publique. C'est une audition qui a eu lieu en 2009, qui s'intitulait « Quelle certitude diagnostique, quelle démarche pour les professionnels ?» Ça a été organisé par la SOFMER, c'est-à-dire la Société française de médecine physique et de réadaptation, avec le soutien méthodologique de la Haute Autorité de Santé. Et du début jusqu'à la fin du processus, on a eu un représentant de la Haute Autorité de Santé présent. Ça s'est fait avec le soutien de la DGS, et je remercierai jamais assez les personnes de la DGS qui ont apporté un soutien indéfectible, de la Caisse d'assurance maladie, des professions libérales de province, dont le rôle a été déterminant, de France Traumatisme Crânien, de Sphère, Société francophone d'études et de recherche du handicap sur l'enfance, de la Société francophone d'imagerie prénatale et pédiatrique, bien sûr, et des hôpitaux de Saint-Maurice. Et ça aboutit, on vous l'a dit, à des recommandations professionnelles et un rapport d'orientation publié en 2011. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pour passer, comment on fait ? Je vais passer à la diapositive suivante. Voilà. Merci. Alors, le titre d'aujourd'hui, vous avez vu, c'est « Quelle prévention possible ?» Vous voyez, parce que c'est on et j'appuie là. Pardon ? Non, ici. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. Ça ne marche pas. Ben voilà. Donc, pourquoi quelle prévention possible au pluriel ? Parce qu'effectivement, ce qui vient à l'esprit immédiatement quand on dit prévention du syndrome du bébé secoué, on a en tête, et c'est aussi retrouvé dans la littérature, la prévention du premier secouement. Alors cette fois-ci, c'est... Voilà. Bon, d'accord. Et la prévention du premier secouement, ça passe par l'information aux parents, l'information aux nouveaux parents, donc à donner, donc ça sera repris tout à l'heure par Ina Simonet, sur ce qu'il faut dire aux nouveaux parents. Et ça, cette prévention, ça repose implicitement ou explicitement sur le fait qu'il s'agisse d'un événement unique. On a parlé d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors, est-ce que c'est le cas ? En fait, écoutez, avec moi, elle ne veut pas passer, c'est insupportable. Alors, en fait, il y a un remarquable article d'Adamsbaum en 2010 dans Pediatrics qui a montré que que cet acte, en fait, n'était pas unique et que le plus souvent, dans plus de 50% de cas, il était répété, donc avec une moyenne de 10 fois par enfant. Donc, c'est d'où l'importance, donc finalement, de prévenir certes le premier secouement et de prévenir également les réitérations. Et comment prévenir ces réitérations, sinon qu'en faisant le diagnostic le plus tôt possible du ou des premiers secouements. Bon, on va passer. D'où la deuxième partie de ce programme qui est « Comment faire le diagnostic ?»
On verra différents éléments sur la clinique, les lésions, le diagnostic du secouement, le rôle des espaces péricérébraux larges, et on verra, et c'est très important, la responsabilité que nous portons, les professionnels médicaux et médico-sociaux, nous les portons parce que seuls les médecins peuvent poser le diagnostic. Diapo suivante. Troisième partie, donc, ça sera consacré à la prévention des séquelles. Car le bébé secoué, il faut le savoir, c'est un traumatisme crânien. Alors, vous savez qu'en France, on dit traumatisme crânien. Au Canada, ils disent traumatisme crânio-encéphalique. Et ils ont bien raison, parce que le crâne, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Et le bébé secoué cumule deux facteurs clairement identifiés de mauvais pronostic. D'une part, le très jeune âge, d'autre part, les lésions diffuses. Et de plus, évidemment, il y a le retard aux soins, parce que souvent, le bébé, en dehors des cas vraiment aigus, le bébé n'est amené aux soins que lorsqu'on ne peut pas faire autrement, ou parfois même, il ne l'est pas amené du tout aux soins. Et enfin, même quand il arrive dans un lieu thérapeutique, eh bien, l'adulte qui l'accompagne ne dit pas « je l'ai secoué ». Donc, en plus, il y a un retard au diagnostic. Tout ça, et ça sera revu avec Philippe Meyer aussi, concourt au fait de l'aggravation des lésions. Diapo suivante. Troisième partie, donc toujours la prévention des séquelles. On va insister sur la nécessité d'un traitement adapté. Alors à la phase initiale pour ne pas ajouter aux lésions primaires des lésions secondaires et avec des recommandations qui ont été émises, et également à long terme pour favoriser les apprentissages. Et là sera mis en valeur la circulaire du 18 juin 2004 consacrée aux traumatisés crâniens. Diapositive. Enfin, quatrième partie, ça sera sur la protection de l'enfant et de ses droits, car le bébé, là aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la victime d'une infraction pénale. Et comme l'a dit M. Grouchka, le signalement, c'est un acte thérapeutique. C'est pas un acte de délation, c'est fait pour protéger l'enfant, ce qui est notre but avant tout. Et on verra, seront expliqués le rôle du procureur, le rôle complémentaire de la CRIP, le rôle de l'administrateur ad hoc et de l'avocat des enfants. Diapo. Donc, l'indemnisation, on en reparlera. Et il faut savoir que, alors qu'on estime en France à plus de 200 bébés par an le nombre de bébés secoués, et ça c'est largement sous-estimé. Donc ça fait alors que depuis 20 ans existe en France une manière que ces enfants soient indemnisés. 20 par 20, ça fait 4000. Et alors que donc il y a plus de 4000 cas depuis 20 ans, eh bien lorsqu'on regarde le nombre de dossiers ouverts au fonds de garantie, c'est l'organisme susceptible d'assurer cette indemnisation, eh bien en tout, il y en a moins de 300 sur 20 ans. Et il y en a il n'y en a pas plus de 20 par an, nouveaux dossiers ouverts. Donc l'enfant, on voit qu'il a été secoué et en plus, le plus souvent, il a été privé de ses droits. Diapositive. En conséquence, nous devons tous progresser, quelle que soit notre fonction. Nous devons y penser, poser le diagnostic, signaler, protéger l'enfant, protéger ses droits. L'objectif de cette journée, c'est ça. C'est améliorer la synergie des professionnels au service de l'enfant qui n'est pas tant fragile que surtout vulnérable à la merci de l'adulte qui est en face de lui. Alors je dois remercier tout particulièrement la SOFMER qui s'est lancée dans cette belle aventure de l'audition publique, la HAS qui nous a apporté son soutien méthodologique, la DGS, je vous l'ai dit, qui a toujours apporté un soutien indéfectible, les hôpitaux de Saint-Maurice et le service de documentation, tous ceux qui, par leur réflexion, ont contribué à cette journée, les intervenants et aussi l'auditoire. Alors, je vous signale que la journée sera filmée et sera accessible sur différents sites. Donc, ça veut dire que si vous intervenez, sachez que vous serez filmé. Diapositive suivante. Et ne pas oublier, il faut respecter le temps, car beaucoup d'intervenants et beaucoup d'informations sont à donner. Il faut vous présenter, s'il vous plaît, quand vous poserez des questions, et ne pas oublier de remplir le questionnaire de satisfaction. Donc je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Alors je donne la parole à Anne Thurs, qui milite contre la violence à enfants et qui sera le modérateur de la première session. Voilà, à toi Anne. Merci Anne.
Et merci de m'avoir présenté à travers mes activités, parce que de nombreuses fois j'ai été présentée sous la forme, on ne présente pas Madame Thurs, c'est la femme du professeur Thurs. Donc ça me fait relativement plaisir qu'on parle de ce que je sais faire par ailleurs. Alors la première table ronde, elle est consacrée à finalement ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire la prévention primaire. La prévention primaire, c'est-à-dire la prévention du secouement lui-même et du premier secouement. La prévention primaire, ça suppose un certain nombre de caractéristiques de base. D'abord, dans le but d'une évaluation ultérieure, avoir une idée de l'ampleur du problème. Comme l'a très bien dit M. Groschka, on ne l'a pas, cette idée. On ne sait absolument pas combien il y a de formes qui passent inaperçues sur le moment et qui peuvent éventuellement laisser des séquelles. Ça suppose aussi un dépistage correct. Ce dépistage, on sait aussi qu'il est plus ou moins bien fait et que beaucoup de professionnels ne connaissent pas les signes du syndrome du bébé secoué. Ça suppose enfin une connaissance des facteurs de risque, et cette connaissance, là encore, elle est assez peu développée, et j'aurais voulu, parce que je voudrais laisser ma place aux orateurs, parce que l'horaire est très très serré et je m'en tiendrai là, si j'arrive à faire marcher cette machine diabolique, j'aurais juste voulu... Ah ben vous l'avez. J'aurais juste voulu vous laisser lire ce texte que je trouve merveilleux, car il décrit bien à quel point c'est le bébé lui-même qui est à la base de la problématique du syndrome du bébé secoué. Qui n'a pas ressenti ça en ayant un petit enfant ?